Dans le management stratégique, il y a un élément important qui est celui d'abord, de la vision. Même quand vous créez une entreprise, la première chose à laquelle vous devez la première question que vous devez vous poser, c'est quelle est la vision que je veux porter de cette entreprise? Après la vision, j'ai cette vision maintenant. Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Votre mission peut se résumer en 4 lignes, en 4 mots, en maximum 5 lignes. Quelle est ma mission? Pourquoi est-ce que j'ai lancé ce projet? Le why, comme le disent souvent les Américains. C'est quoi mon why? Mon why, c'est quoi? Quelle est ma motivation première? Pourquoi est-ce que j'ai lancé ce projet? Quelle est ma mission? Quelle est ma motivation première? Et ton why ne peut pas être l'argent, parce que ceux qui pensent que leur why c'est de l'argent, c'est gagner l'argent, ils se trompent. Non. Quand on crée un truc, on doit le créer avec une motivation certaine, parce que c'est la motivation certaine, c'est cette mission-là qui va vous permettre de garder la motivation nécessaire pour pouvoir développer cette activité. L'idée de créer une entreprise, c'est de vous dire quelle est ma vision, quelle est ma mission, et en dernier ressort, c'est quoi les objectifs? Mission, ma vision, mission, objectif. C'est quoi les objectifs? Quels sont les objectifs que je me fixe à atteindre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? Quand on est dans le domaine du management stratégique, on est plutôt dans des objectifs de moyen à long terme, pas de court terme. Les objectifs de court terme, c'est le management opérationnel. Opérationnel, c'est-à-dire quel chiffre d'affaires je vais faire telle semaine, tel mois, demain, après-demain. C'est-à-dire, on est dans le management opérationnel. Le management stratégique, on le planifie sur une longue période. En moyenne, 3 ans. 3 à 5 ans. Parce qu'on s'assoit, on définit la vision, on met en place la mission, on sait quelle est notre mission et on fixe des objectifs à atteindre. Dès que la vision est claire et que lorsque vous entrez dans l'entreprise, on sait que la vision de l'entreprise, la vision est claire pour tout le monde, et alors tout le monde dans l'entreprise est capable de suivre cette vision. Et maintenant, une fois qu'on a défini les objectifs, on cherche les ressources nécessaires. On cherche les ressources nécessaires. Ça, c'est les 3 éléments. Mais ces 3 éléments, dans nos objectifs maintenant, c'est là qu'on va décliner à chercher les ressources nécessaires pour atteindre la vision et la mission. Pour réaliser la vision, pardon, et pour planifier et réaliser et matérialiser les objectifs qu'on s'est fixés. L'objectif ici, ce n'est pas de vous apprendre cette théorie que vous pouvez trouver sur Internet, c'est de vous apprendre les faits concrets et pratiques que vous devez vous trouver en entreprise ou dans vos différentes organisations. Désolé pour ceux qui sont fonctionnaires. Quand je dis entreprise, considérez l'entreprise comme un ensemble d'organisations où plusieurs personnes sont réunies pour atteindre un objectif bien précis. Ça peut être une administration, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un groupe de jeunes, etc., etc. Il s'agit simplement d'identifier et de profiter des opportunités qui émergent de l'environnement commercial, notamment de l'environnement ou écosystème sur lequel on évolue. Ça peut être soit le marché, soit le client. Donc c'est un petit peu ça le management fit. Donc, en gros, tout se base vraiment sur l'environnement. On ajuste l'environnement pour créer un terrain favorable pour notre entreprise afin d'évoluer très rapidement et avoir aussi du succès dans l'avenir. Le management intent ou bien le management sous la logique stretch permet simplement en fait, à évaluer l'intention stratégique qui se caractérise par un état d'esprit. Je veux gagner beaucoup plus d'argent, je veux gagner beaucoup plus de clients, je prospecte beaucoup. Je veux atteindre telle cible, je fais telle stratégie. Donc là, c'est vraiment dans l'immédiat. C'est la stratégie intent. Intent, c'est vraiment dans l'immédiat. Ça dépend vraiment de la vision, comme l'a dit monsieur le directeur général. Ça dépend vraiment de la vision de la structure afin d'arriver à un but précis. Par contre, pour le fit, on regarde certes dans l'immédiat, mais on arrive quand même à, premièrement, examiner l'environnement, l'écosystème dans lesquels on évolue. Ensuite, on pose des facteurs clés de succès. Par exemple, pour évoluer dans tel domaine, je dois faire ça, comme recherche ou comme démarche. Pour évoluer peut-être dans le domaine, contrairement à la stratégie FIT, la stratégie intent commence premièrement par analyser l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait déjà?
C'est un peu ce type de management-là qu'on utilise plus ou moins, entre guillemets, hein, en complément du management stratégique lorsqu'on fait nos diagnostics stratégiques dans les entreprises. On analyse premièrement l'environnement, on analyse les facteurs clés de succès, on pose la stratégie globale, et deuxièmement, ce qu'on fait, tout simplement, on entre maintenant dans le cœur de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise réalise comme projet? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Ça donne quoi comme résultat? Quelle est la stratégie? Après, derrière, on essaie vraiment de décortiquer un par un afin de pouvoir arriver à une stratégie globale dans l'entreprise. Et cette stratégie-là, normalement, est liée à la vision de l'entreprise. La stratégie FIT nous permet premièrement de pouvoir poser les bases pour qu'une fois sur ces bases-là, vous avez créé votre entreprise, elle puisse perdurer dans le temps. Donc c'est vraiment lié, on commence d'abord par l'environnement, ensuite on monte par rapport à la vision. Parce qu'une stratégie sans vision, c'est pas, voilà, une société sans vision d'entreprise, elle n'est pas bonne. Et pareil, une vision sans base, pareil, elle n'est pas bonne non plus. Les deux stratégies sont vraiment importantes parce que vous ne pouvez pas construire une maison comme ça dans le vide sans fondation. C'est toujours l'exemple de la maison que je prends parce que c'est beaucoup plus parlant. Il faut déjà commencer par voir déjà à quel moment vous allez construire votre maison. Est-ce que c'est marécageux ou pas? Vous regardez un petit peu, qu'est-ce que je peux faire pour pas que l'eau puisse rentrer dans ma maison si je construis la maison devant une cour d'eau. Vraiment vous évaluez vraiment tout l'environnement avant de pouvoir dire que non, ça y est, je pose ma maison ici. Il faudrait poser la croix sur votre carte, la croix sur votre terrain. Vous allez commencer à réfléchir. Est-ce que ma maison sera en étage? Ou bien sera une maison simple? Ou sinon sera juste un garage? Là, c'est par rapport à votre vision. C'est ça en fait c'est la suite en fait de la première stratégie. Les pays ne se développent pas sur la base de la masse. Les pays se développent sur la base d'une minorité de visionnaires qui ont une vision, une mission et des objectifs à atteindre. C'est eux qui poussent le développement et les autres suivent. Vraiment descendez dans votre stratégie dans les 3 niveaux. Comme ça, derrière, vous savez que quoi qu'il arrive, si le plan A ne marche pas, il y a le plan B. Il y a la stratégie, par exemple, le plan A, la stratégie corporate, ne marche pas, il y aura le plan B, qui sera la stratégie fonctionnelle. Si le plan B ne marche pas, je dirais le plan C sera la stratégie par activité dans la stratégie business. Si cela ne marche pas, au moins il y aura la stratégie stretch qui va me rattraper. C'est pour ça que lorsqu'on accompagne, on a quand même le taux de succès beaucoup plus élevé parce qu'on essaie de penser un peu à tout. On pense vraiment à chaque niveau. Par exemple, quand vous garantissez, par exemple, d'aller doubler votre chiffre d'affaires, vous allez le faire au minimum à condition d'utiliser des différents outils qu'on vous demande parce que dans les statistiques, là c'est les statistiques, hein, c'est un peu tout ça, donc on ne fait pas la magie. Donc il faut juste appliquer ce qu'on vous demande, bien ce que vous avez mis en place dans la stratégie. Mais parfois, on est souvent, parfois lorsqu'on est dans un environnement et qu'il y a quand même beaucoup de concurrence et tout, on a généralement tendance à baisser les prix de nos produits et services. Parfois non, ce n'est pas la bonne stratégie. Ce n'est pas la bonne stratégie. La stratégie de réduction de prix. Dans la stratégie, vous avez fait comprendre que c'est la cible 2 qui va nous aborder une plus grande part du marché comparativement à la cible 1, qui est supérieure déjà à la cible 2. J'aimerais savoir si la cible 2, n'est-ce pas, étant donné qu'elle nous rapporte la plus grande part du marché, n'est pas la cible qui a une part de clientèle et un gros pouvoir d'achat, ou bien un revenu supérieur comparativement à la cible 1. La cible 1, certes, ça correspond un peu à la loi Pareto, hein, où 80% des personnes ramènent 20% de chiffre d'affaires et autres. C'est un petit peu ça. Donc, là, normalement, dans le cœur de cible, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis en place la stratégie, ça touchera 80% de mon cœur de cible, le corps, le cœur de cible. Et par contre, dans la cible périphérique, ça veut dire que ma stratégie mise en place ne vont pas directement le toucher, sauf que si je rajoute peut-être la stratégie intense au-dessus, je peux facilement les captiver. Et c'est généralement la cible inattendue qui ramène beaucoup plus d'argent. Parce que la femme ne ramène pas, par exemple, je prends toujours l'exemple de la femme, hein, elle n'achètera pas de chaussures tous les jours. Par contre, l'homme, comme il a beaucoup d'argent, généralement, il peut vouloir faire plaisir à sa femme. Donc c'est un petit peu ça. En gros, ça veut dire que pour les deux stratégies, il ne faut vraiment pas
utiliser la même stratégie pour toute une entreprise. Même dans le degré de ciblage, je peux vraiment cibler déjà le cœur de cible, c'est-à-dire que mon produit s'adresse à qui principalement, et la cible périphérique, c'est-à-dire qui est-ce que mon produit pourrait intéresser, mais de façon secondaire. Mettons en place une stratégie déjà corporate, stratégie fonctionnelle et stratégie d'activité. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous allez toujours vous retrouver. Et par rapport aux 20%, c'est pareil. Donc, il faudrait toujours descendre vraiment à différents, donc utiliser les 3 niveaux stratégiques pour chaque cible repérée. Un ministère, une administration publique est avant tout un service qui doit avoir une stratégie, qui doit définir la stratégie de développement de son ministère et mettre en place les moyens nécessaires pour que cette stratégie soit implémentée sur le terrain. C'est comme quelqu'un qui développe un produit et qui doit le vendre. Le ministère développe un service qu'il doit implémenter sur le terrain. Et l'implémentation, ça nécessite que vous communiquiez sur ce que vous voulez faire. Comment est-ce qu'un ministère, par exemple, comme le ministère de l'Innovation et la Recherche, peut valoriser ses chercheurs si ce ministère ne communique pas sur ce que le ministère fait? Le ministère doit communiquer sur les compétences de ses chercheurs, sur les projets qui sont en cours, sur les projets qui sont aboutis, sur les travaux qui sont aboutis, sur leurs besoins de financement, etc., etc., etc. Tout ceci, cette communication que vous allez mettre en place, ça fait partie de la stratégie globale que le ministère a mis en place pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est comme ça que, si tout ça est valorisé, ben le ministère va avoir des sources de financement. Dans un business plan, ce qu'un investisseur veut voir, il y a 3 choses. Qui porte le projet? Je vous assure, qui porte le projet? C'est quoi l'objectif et la vision du projet que cet individu porte? Et en dernier lieu, c'est quoi le business model? Vous êtes polytechnicien, ça l'intéresse d'abord. Ça l'intéresserait. Vous êtes ingénieur, même si vous n'êtes pas forcément technicien, vous êtes manager et que vous avez déjà l'expérience dans l'industrie, ça intéresserait votre banquier. Donc, dites-vous bien que la personne qui porte le projet est plus importante que le projet en soi-même. Ensuite, on vient maintenant au projet. Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a une vision, etc. C'est quoi le business model? Et là, votre business plan est bien ficelé. D'accord? Dans le SWOT, il y a quoi? On analyse normalement les forces. Les forces de qui? Les forces d'une entreprise. Les faiblesses d'une entreprise. Et on a très bien vu, quand ça part de l'entreprise, c'est une analyse interne. Ça veut dire que là, on est dans la stratégie interne. C'est-à-dire que j'ai un problème, je trouve une solution. J'ai une baisse de vente, ben, j'ai mis en place une stratégie pour augmenter mes ventes. Ou j'ai un problème tel, on trouve la solution immédiate. Par contre, dans la deuxième partie du SWOT, c'est ça justement le diagnostic externe. On analyse l'environnement. Donc quand on dit par exemple opportunité de mon entreprise sur le marché. Opportunité future, par exemple, de pouvoir développer mes ventes parce qu'il y a tel ou tel facteur qui va influencer mon produit ou bien influencer mon marché. Les menaces, c'est pareil. C'est pas les menaces... on évalue généralement les menaces par rapport au marché. Donc, en fait, vous voyez un peu comment les deux stratégies-là sont liées. Elles sont vraiment inséparables. Là, on a la stratégie justement intense, donc c'est le stretch. Et là, c'est la stratégie fit. On analyse vraiment, on reste vraiment sur l'environnement. Sachant qu'on ne peut pas avancer là tant qu'on ne sait pas dans quel terrain on navigue. Donc c'est la raison pour laquelle les deux sont liés. Dans le business plan, on demande justement de pouvoir trouver, faire un diagnostic stratégique de votre société. Et pour ça, n'allez pas chercher plus loin. Commencez déjà par faire un SWOT, analysez votre SWOT, posez la stratégie sur chaque problème que vous trouvez et pour chaque menace, justement, vous vraiment que votre stratégie s'appuie sur vos forces et
ça arrive quand même à pallier les faiblesses de la structure. Et pour chaque faiblesse que vous allez repérer, mettez en place une solution. Moi, je préfère bien la solution pour pouvoir automatiser les choses. Parce que c'est que quoi qu'il arrive, c'est automatisé. Mais sinon, s'il faut une solution management stratégique, faites votre plan, réglez la solution et on passe à autre chose. Il faut vraiment bien séparer, penser à bien séparer les deux parties. En haut, le S et W, c'est vraiment une analyse réservée pour la société. Là, c'est force de l'entreprise, c'est stratégique plutôt dans l'entreprise. Il y a faiblesse pour l'entreprise aussi. Et j'ai mis en fait tout ça là, c'est pour la partie entreprise. Donc, c'est-à-dire que c'est l'analyse interne dans l'entreprise. Donc, il faut utiliser le management opérationnel. Et par contre, sur la partie du bas de notre... Bon, là, c'est toujours le management stratégique, mais c'est avec la méthode INTENT, la méthode Stretch, parce qu'elle permet justement à résoudre un problème. Quand il y a un problème, on cherche une solution. On voit que ma société a une force, par exemple, au niveau des ventes. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je vais renforcer ma force de vente. Je fais beaucoup de chiffre d'affaires, mais je n'arrive pas à maintenir je ne sais pas, mon chiffre d'affaires. J'ai beaucoup de trous, beaucoup de dépenses. À ce moment-là, j'ai mis une stratégie INTENT, vraiment exprès, rien que pour pallier à ce problème-là. Donc là, c'est vraiment la stratégie. Par contre, pour utiliser la stratégie FIT, c'est généralement sur la partie du bas du SWOT. C'est parce qu'on parle des opportunités de l'entreprise sur le marché et aussi des menaces de l'entreprise sur le marché. Donc on voit un peu que là, c'est vraiment lié à l'environnement et en haut, c'est vraiment lié à l'entreprise. Ce qui me plaît bien dans votre déroulé, c'est que on parle opportunités et menaces, mais plus en mettant l'accent sur l'environnement. Pour pouvoir se déployer, pour pouvoir déployer nos différentes interventions, différentes actions, il faudrait bien pouvoir maîtriser l'environnement dans lequel l'administration reste. Je suis un peu gêné par ministère parce que c'est comme si ça nous met dans des gants de force. Donc, vous voyez, exactement. L'administration a donc ce rôle-là, pouvoir coordonner les actions des uns et des autres. Il faut pouvoir connaître ce qui se passe dans cet environnement. Et je me dis que la stratégie FIT vient vraiment nous donner des outils. Parce qu'au-delà de celle dont le problème, c'est de pouvoir vendre ses fagots de bois, et celle qui voudrait faire un chiffre d'affaires de 1 million parce qu'entrepreneur, et celle sortie d'une école de formation en mécanique et qui voudrait se faire recruter à Kami Toyota, il y a cette nécessité de prendre en compte ces différents besoins et de sortir des stratégies. Moi, je vois les stratégies à sortir là comme ces stratégies cibles de c'est-à-dire pas le cœur, mais la périphérique. La périphérique, parce qu'au départ, on est, notre cœur au niveau du MINPROF, c'est celles-là qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui font partie de la grande majorité des femmes pauvres. Donc c'est ça notre cœur, mais également il y a d'autres qui ont des moyens, mais qui ont aussi d'autres types de difficultés. Par exemple, je reviens vers les femmes entrepreneurs qui sont très infimes et qui ont aussi des challenges face par exemple au marché, face au commerce international, au transfrontalier, etc. Donc vraiment les besoins sont spécifiques. Je pense que l'État, plus que jamais, doit intégrer les stratégies parce que l'État, d'abord si je veux voir, je dis ça en ma qualité quand même d'un vieux fonctionnaire qui a pris sa retraite et qui continue à donner des conseils à un très haut niveau de l'État, notamment dans les services du Premier ministre. Ce qu'il faut peut-être comprendre dans l'environnement, un pays est dans un environnement avec d'autres pays. On a parlé tout à l'heure du Rwanda et tout cela. Voici d'abord un vivier sur lequel un pays comme le Cameroun doit observer les autres, quels que soient les départements ministériels, doit observer ce qui se passe dans les autres pays. Donc le Cameroun ne peut pas vivre, n'est-ce pas, in vitro. Ça c'est déjà clair. Puisque c'est l'État qui a la charge de faire les lois, d'organiser l'État, c'est-à-dire au point de vue réglementaire, de faire les découpages des ministères, toutes ces choses-là.
Mais tout ça ne se fait pas au hasard. Nous savons très bien, vous savez pour ceux qui sont là, comment est-ce qu'on construit les organigrammes et tout le reste. Une fois qu'on a fini d'observer l'environnement international, hein, on voit tout ce qui se passe avec l'Ukraine, toutes ces choses-là, ça c'est déjà de la stratégie de très très haut niveau et nous sommes vraiment dans la stratégie. Maintenant, une fois que l'État a pris ces choses-là, il a observé ce qui se passe dans les autres pays, l'État en tant qu'acteur africain s'inscrit aussi dans la grande mouvance africaine. C'est là qu'on a les sous-régions, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, ainsi de suite, qui sont également des stratégies dans lesquelles les États doivent s'impliquer. La zone de libre-échange, vous savez très bien que le Cameroun, et comme le Cameroun, a été parmi les premiers qui se sont inscrits dans la zone de libre-échange. Mais nous sommes là dans la stratégie, toujours. Pourquoi est-ce que le Cameroun aurait intérêt à s'inscrire dans la zone de libre-échange? Vous pouvez très rapidement des réponses à ces questions-là. Le Cameroun, si je prends donc maintenant, je descends au niveau des États, madame parlait tout à l'heure des institutions scolaires, ben, ces institutions scolaires-là doivent préparer les jeunes Camerounais à être capables de faire la concurrence, de se faire concurrence sur la zone de libre-échange africaine. Et qui dit zone de libre-échange africaine dit que nous devons positionner aussi l'Afrique au niveau de la concurrence internationale. À partir de ce moment-là, vous voyez que le rôle de l'État est si important qu'il doit regarder tout ce qui se passe pour essayer de ramener du pain sur l'assiette, dans l'assiette d'un Camerounais. Donc vous voyez que sur le plan de l'éducation, c'est toute une stratégie. Donc cela est vrai pour tous les départements ministériels. Et vous qui donnez des conseils, n'est-ce pas, aux ministres, vous devez pouvoir le faire. Par exemple, moi, ma mission ici, au-delà de ce que je sois dans le secteur privé, tout cela, c'est de faire un rapport au Premier ministre pour lui dire, écoutez, j'ai assisté à telle ou telle chose. Lorsque vos rapports vont rentrer au niveau des ministres, et lorsque vous allez avoir les conférences, n'est-ce pas, la réunion des ministres tous les jeudis, du premier jeudi du mois, ça va être évoqué. Ils vont évoquer cette question et l'État, au niveau de la coordination dans la primature, ce qui se passe, c'est que tous ces correspondants-là sont gérés au niveau de SGPM. Et le SGPM en fait une synthèse au premier ministre du gouvernement qui pose donc ça sur la table et vous êtes pas souvent surpris de voir que au sortir du conseil de cabinet, il y a déjà un début de solution. Quelqu'un dit que voici ce qu'on a décidé au sortir du conseil de cabinet, ça ne se décide pas là, mais ça a été préparé par les différents sectoriels qui travaillent à la coordination au service du Premier ministre, et cela est valable quand ça remonte à la RG. Donc je pense que plus que jamais, moi en tant que votre aîné, connaissant effectivement ces difficultés-là, c'est de construire ensemble ce qui peut être du down to top et du top to down pour que nous puissions avoir des bonnes lois, des lois qui ne sont pas seulement à regarder des choses intra-Cameroun, mais des lois qui permettent aussi de projeter le Cameroun sur la zone, n'est-ce pas, de l'Afrique et partout dans le monde. Je crois que nous sommes là vraiment dans cette logique. Merci beaucoup. Il faut vraiment essayer de pouvoir mettre en place une stratégie présente, mais penser toujours au futur, avoir toujours un coup d'avance par rapport à la concurrence. Et c'est en fait par rapport au changement de futur dont vous allez essayer de pouvoir mettre en place. Vous pouvez facilement choisir, en fait, faire des choix stratégiques en fonction des différents concurrents. Il faut déjà aller voir qu'est-ce que les concurrents ont mis en place et derrière, qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour pouvoir les contrer et aussi arriver à gagner des parts de marché. Vous allez voir que les États qui se développent et qui se maintiennent en haut de la chaîne, ce sont des États qui n'arrêtent d'innover. Les milliards et les milliards. Nos gouvernements doivent être sans cesse dans l'innovation. S'il y a une chose sur laquelle on doit investir, c'est l'éducation, c'est l'innovation et la recherche. Après, le reste coule tout seul. Comment vous allez créer les industries si on n'innove pas? Comment on va créer... Vous avez abordé aussi, dans l'innovation, il vous prend aussi un cas que j'ai vécu. Il y a peut-être 10 ans, j'ai travaillé dans un groupe africain sur l'innovation agricole, c'est-à-dire les chaînes de valeur agricoles. Et on essaie, c'est exactement ce que vous décrivez là. Comment on peut, à partir des chaînes de travail sur les chaînes de valeur agricoles, augmenter la commercialisation, les cycles de commercialisation, augmenter la production et gagner des parts de marché. L'autre chose que je voulais dire, c'est par exemple, c'est ce qui concerne par exemple le travail que je fais au quotidien. Je suis dans le domaine de la coopération.
et on passe le temps à prendre des avions et ça ne donne rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller en coopération, par exemple décentralisée, si on n'a pas un atlas. Parce qu'aujourd'hui, il faut être visible sur les réseaux sociaux, visible sur la toile. Quand j'étais au ministère de l'Environnement, on a ce qu'on appelle le système d'information géographique et le système d'information environnementale. En temps réel, on peut cliquer, avoir des informations sur l'état écologique de certaines régions au Cameroun. Parce que ce que vous ne savez pas, parce que lorsqu'on fait un investissement, un entrepreneur vient, la première chose, lorsqu'on lui localise le lieu, il faut qu'il se fasse des données factuelles. Et c'est très important. Généralement, l'échec d'un projet commence par là. Lorsqu'on n'a pas bien cartographié la zone, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, mais ces études-là ne sont pas mises à la disposition, ça reste toujours dans les papiers, alors qu'on aurait dû mettre ça en ligne. Les documents existent, mais il faut les digitaliser. Donc c'est la contribution que vous voulez apporter. Une technologie qui marche en Afrique n'est pas forcément la technologie qui va marcher en Europe, et vice-versa. Je prends un cas très simple dont j'ai discuté dernièrement avec Madame Jessie ici présente. Je lui ai dit, Orange est arrivé en France avec le mobile money. Ça ne marche pas. N'est-ce pas, ça le vend en coupe en Afrique? Ici au Cameroun? Mais ça ne marche pas en France. Vous savez pourquoi ça ne marche pas en France? Ça ne marche pas en France parce qu'en France, on est bancarisé à quasiment 100%. Dès 17 ans, on peut ouvrir un compte bancaire en France. Et les banques se sont aussi digitalisées, dont la fluidité financière et les transactions sont fluides. À quoi ça leur sert le mobile money? Rien du tout. Donc, les 5 forces détentantes, normalement, se résident dans le pouvoir de négociation, menace de substitution, la rivalité entre les acteurs, la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Mais il a revu son modèle un peu plus tard. Il a quand même vu que l'État jouait un rôle très important dans le pouvoir de négociation, mais dans la survie d'une entreprise. Raison pour laquelle il a rajouté ça dans son modèle, en disant que même si toutes les 5 États, bien toutes les 5 forces sont favorables pour votre institution, il faudrait quand même prendre en compte aussi le pouvoir de l'État. On parle justement de la législation. Il faut savoir, est-ce que la législation m'empêche de faire mon produit, m'empêche de m'installer sur tel secteur ou pas? Si oui, quels sont les différents outils que je dois mettre en place pour pouvoir arriver à pallier, ou bien comment je dois me préparer pour pouvoir réaliser mon projet. Et dans ce cas-là, comme d'habitude, souvent on revient au début pour revoir un peu le business model et aussi revoir un peu la stratégie fit avant de repasser dans la stratégie d'entreprise qui est la stratégie de management stratégique. Une fois que vous avez fini votre analyse en management stratégique sous la logique fit, avant de pouvoir commencer justement votre management opérationnel, il faudrait forcément passer par ça. Moi, je l'appelle la toile d'araignée, pour voir à quel endroit je serai bloqué, justement. Par exemple, là, je prends le cas je sais pas, d'une structure qui souhaiterait justement évoluer dans le domaine, je sais pas moi, dans le domaine de la vente de sacs. Voilà, on prend les sacs, la vente des sacs de marque et tout. Ce sera de voir un petit peu, est-ce que le client pourrait être une menace pour mon activité? Bon, si un client n'est pas une menace, on va peut-être rester, peut même être une menace. Bon, on va rester là, on met le point. On voit un petit peu, est-ce que pour mon produit, il y a la rivalité entre les acteurs? Est-ce qu'il y a déjà des acteurs déjà présents sur le marché qui pourraient éventuellement influencer soit mon activité, ou sinon influencer carrément, ou m'empêcher de gagner quand même 100% des parts de marché? Dans ces domaines-là, on sait très bien qu'il y a beaucoup de fabricants des sacs, et du coup, on va mettre la force à 5. Et du coup, là, par rapport aux fournisseurs, est-ce qu'il y a d'autres fournisseurs qui peuvent fournir la même chose que moi? Donc, oui, est-ce que c'est à 100%? Non, pas forcément. Du coup, on va le mettre peut-être, on va mesurer la force à 4. Et par rapport aux substitutions, là, il y a même
il n'y a rien à dire, hein. On sait très bien qu'il y aura toujours des gens qui vont essayer, si je suis une grosse marque, qui vont essayer de faire presque la même chose que moi, mais ce n'est pas non plus dans l'immédiat. Peut-être on peut mettre 3. Et ensuite, on voit un peu par rapport à l'État. Est-ce que l'État ou bien la législation m'empêche de pouvoir exercer mon activité? Si c'est oui, ben oui, mais là, visiblement non. Donc du coup, on va laisser peut-être à 1. Parce que le risque 0 n'existe pas. Hein. Donc moi, je préfère toujours mettre à 1 quand je ne suis pas sûre. Ensuite, on voit un peu, est-ce que le marché est ouvert aux nouveaux entrants? Donc je vais dire oui, parce que tout le monde peut fabriquer des sacs sans contrainte. Donc là, on mettra à 5. Positionner sa stratégie opérationnelle, sa stratégie en management opérationnel, je vais essayer de faire un peu la toile d'araignée. On réalise juste les points. Et là, on va voir un petit peu quelles sont les forces qui pourraient influencer mon activité et m'empêcher à gagner des parts de marché. Selon vous, de qui devrais-je avoir le plus peur une fois installé sur le marché? Une fois installé sur le marché, donc est-ce que c'est plutôt les acteurs qui sont déjà présents, ou bien je dois mener plus ma stratégie, essayer de concentrer ma stratégie pour pouvoir contrer les nouveaux entrants? Est-ce que c'est plutôt l'État, ou bien les produits de substitution, ou bien le fournisseur? Comment est-ce que vous pouvez interpréter ce schéma? Je vais donner mon micro. En fait, je ne sais pas si je peux l'interpréter, mais quand je regarde bien le schéma, je me rends compte qu'il faudra faire attention à la rivalité entre les acteurs. Et si vous me permettez un commentaire, ce schéma est très évocateur, parce que je viens de vivre une expérience. Je rentre d'un voyage en France où j'ai mis pratiquement un mois, et je prends 2 produits, ça va beaucoup marquer. J'ai un ami qui me disait, quand il vient au pays, c'est un Camerounais, je ne transporte plus le blanc ou le rouge. Parce que les Sud-Américains, les Asiatiques et les Sud-Américains importent ces produits en France et ça me coûte moins cher. Et ma maman se plaint toujours que je n'amène pas, je refuse d'emporter ce qu'elle m'offre comme cadeau. Et quand je vois ce produit, ça. Et je prends un autre produit, le produit Guinness. La Guinness du Cameroun se vend en France. Et elle n'est pas importée par les Camerounais. Ce sont des Asiatiques qui viennent acheter ça pour vendre ça en France. Et c'est curieux. Je dirais qu'en fait, l'activité que je souhaite lancer est beaucoup plus, une activité qui ne craint pas l'influence de l'État. C'est-à-dire que l'État, pour l'instant, on peut le barrer. Et par contre, le chef d'entreprise doit quand même faire attention sur les nouveaux entrants. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut trouver tout de suite une stratégie au facteur clé de succès par rapport aux problèmes trouvés. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir, il faut qu'il puisse être prêt, il doit innover. Donc, si moi, j'ai marqué pour la solution FC, facteur clé de succès, je vais mettre innovation. Innovation, comme ça, moi, j'ai déjà mon premier facteur clé de succès sur lequel je pourrais travailler dans la suite. Ici, par contre, les clients ne me font pas peur, donc il n'y a pas la force ou bien il n'y a pas la pression de client pour que mon activité marche. Et pour ça, ce que je peux faire ici, c'est peut-être, on sait que c'est moi qui ai plutôt la force. Bon, je vais tourner la flèche de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est moi qui ai plutôt la force par rapport à la clientèle. C'est-à-dire que là, je vais essayer de mettre en place une force de vente qui me permettra de pouvoir déjà me stabiliser et surtout attirer les clients vers moi. Donc, ça veut dire que je puisse vraiment les attirer vers moi. Donc là, je vais mettre facteur clé de succès. Je vais mettre peut-être force de vente. Je mets FV. Force de vente. Et par contre, là, ça me fait peur. Je vois que dans le marché, sur le marché, il y a beaucoup de rivalité entre les acteurs. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Là, je m'intéresse vraiment déjà à la concurrence. Qu'est-ce qu'elle fait, la concurrence? Elle propose quoi comme prix? On a parlé des coûts tout à l'heure avec M. Armand. C'est quoi les prix? En fait, qu'est-ce qui différencie de la concurrence déjà des autres? Bon, de mon concurrent direct, bien sûr. Hein. Si je vends des plantains, je vais voir celles qui vendent des plantains ou bien les produits un petit peu alimentaires.
Donc, je n'ai pas allé avoir peur de la personne qui vend des sacs parce qu'on n'est pas dans le même secteur d'activité. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir infiltrer, aller voir carrément qu'est-ce que le concurrent vend et qu'est-ce qu'il fait en bien et en mal. Et tout ce qui fait en mal, c'est un peu les menaces pour le client, pour le concurrent. Et ça sera un peu un facteur clé de succès pour moi. C'est-à-dire que je vais travailler sur ce point-là afin de pouvoir m'améliorer et justement avoir un argument de vente pour attirer la clientèle vers moi. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Toujours proposer un plus et être prêt parce que à tout moment, les forces peuvent changer. À tout moment, les forces peuvent changer et à tout moment, les forces peuvent se renverser. Donc là, on va dire qu'ici, c'est vraiment, on va essayer de voir, on va essayer de voir, peut-être mettre en place une stratégie de différenciation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on va mettre FC, facteur clé de succès, différenciation. Déjà, pour l'instant, rien qu'avec ça, on a déjà avancé dans les différents facteurs clés de succès pour chaque force. Et tout en bas, on voit que les produits de substitution, il y en a, mais bon, il n'est pas, voilà, il n'y a pas de quoi avoir peur tout de suite, mais on ne sait jamais. Au cas où quelqu'un s'est réveillé un jour et faisait la même chose que moi, ou bien au cas où la technologie avançait et que je suis toujours en retard, comme le cas qu'on a écrit tout à l'heure de ces différentes marques, Nokia et les autres. Il faut quand même que je puisse être prêt ici. Et dans ça, là, mon facteur clé de succès, ça sera recherche et développement. Recherche et développement, pour pouvoir justement arriver à contrer. Au cas où la concurrence arrive en force, j'aurais déjà inventé un produit pour répliquer tout de suite et proposer mieux que la concurrence, bien mieux que le produit qui voudra me faire concurrence sur le marché. Et là, comme l'État, par exemple, c'est une force qui est un petit peu négligeable, mais il ne faut pas négliger. Ce que j'essaie de faire ici, c'est être à jour par rapport à tout ce qui est législation, à tout ce qui est, voilà, tout ce qui est législation. Tout dans ce cas-là, c'est quand même un secteur à surveiller. Et pour ça, j'essaierai de rester à jour. Et pour ça, je mettais peut-être une veille concurrentielle, une veille étatique, une veille en tout cas, pour pouvoir justement arriver à répondre au cas où peut-être l'État change les règles. Il peut dire peut-être qu'on ne veut plus les chaussures qui portent 2 boutons, je ne sais pas, je raconte n'importe quoi. À ce moment-là, j'aurai déjà la chaussure à 3 boutons. Bon, l'idée, c'est de pouvoir être prêt à toutes circonstances. Raison pour laquelle les structures qu'on accompagne arrivent vraiment à se retrouver. Parce que si la stratégie, une ne marche pas, la deuxième va marcher. Si la troisième ne marche pas, la quatrième va marcher. Raison pour laquelle nous, on peut vous garantir, vraiment, si vous respectez tout ce qu'on nous dit avec conviction, au bout, une fois que vous êtes accompagné, au bout de vous pouvez éventuellement avoir tel nombre de chiffres d'affaires parce qu'on sait bien mettre les outils de gestion, de pilotage de la performance. C'est un petit peu ça. Donc voilà, du coup, pour conclure dans ce tableau-ci, je dirais que la société, justement, est bien positionnée. Il peut facilement créer son produit, sauf que donc faire attention à la rivalité des acteurs, c'est-à-dire être beaucoup plus compétitif, donc mettre une stratégie de différenciation. Deuxièmement, la société doit mettre comme deuxième facteur clé de succès tout ce qui est recherche et développement pour pouvoir justement être prêt lorsque la concurrence va frapper. Troisièmement, grâce aux recherches, grâce à la veille stratégique qu'on aura ici, je sais qu'une fois que la loi change, je saurai tout de suite à l'instant T sortir mon produit sans pouvoir me pénaliser ou sans pouvoir avoir des produits en stock. Et troisièmement, par rapport aux nouveaux entrants, je vais quand même innover de temps en temps pour pouvoir être à la hauteur et arriver quand même à faire face une fois que l'innovation évolue. Donc voilà un peu un modèle, donc on a pris d'un cas banal, voilà un peu comment est-ce qu'on analyse une structure. C'est ça la colle entre le management stratégique sous la logique FIT et le management stratégique sous la logique stretch, entre guillemets. Donc en gros, c'est un peu ça la colle entre le management stratégique et le management opérationnel. Parce qu'une fois qu'on a ça, on a des décisions opérationnelles. C'est-à-dire que pour l'innovation, j'embauche des gens. Ou bien, je ne sais pas, je fabrique quelque chose, je raconte n'importe quoi. Pour la force de vente, j'embauche 2 commerciaux.
Pour, par exemple, la stratégie de différenciation, j'ai créé un produit avec un bouton rouge. Là, vous voyez qu'on prend quand même les décisions immédiatement. Donc, on ne va pas prendre des décisions qui auront de l'impact dans 10, 15, 20 ans. De façon vraiment immédiate. Et par exemple, là, pour les fournisseurs, je vais essayer peut-être pour ne pas subir la pression de mes fournisseurs, je vais peut-être avoir plusieurs fournisseurs, on ne sait jamais. Au cas où l'un me lâche, il y a l'autre qui va me rattraper. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver une solution tout de suite, avant même que le problème n'arrive chez vous. Donc, c'est ça ce qu'on appelle dans le jargon, mettre en place des points de repère. Pour savoir que quoi qu'il arrive, je trouverai une solution. Donc le problème que j'ai identifié est celui de la valorisation et de la vulgarisation des inventions, des innovations locales. Concrètement, il s'agit de l'accompagnement des inventeurs. Donc j'ai restitué le contexte pour nous permettre de comprendre à quel niveau nous sommes. Le contexte est le suivant. Le cadre organique du MINUIT, c'est notre ministère, nous instruit à promouvoir l'innovation locale ainsi que des partenariats avec le secteur privé. Les observations que nous faisons au sujet de l'engouement des Camerounais pour la recherche et l'innovation technologique sont encourageantes et il existe de nombreux chercheurs qui possèdent des produits non ou peu connus et très souvent fonctionnels. Par contre, les difficultés que nous rencontrons sont les suivantes. Malgré l'engouement pour l'innovation, plusieurs produits nécessitent d'être mis à niveau technologiquement. Parfois, ils utilisent des technologies obsolètes. Il y a la méconnaissance des technologies récentes qui peuvent être mises à profit par l'éventuelle concurrence. Il y a le design du produit qui n'est pas très abouti et des produits qui font appel à des connaissances pluridisciplinaires alors que les inventeurs eux-mêmes n'ont pas tout ce bagage intellectuel. Ensuite, il y a l'absence de maturation des produits qui les rendent potentiellement non bancables dans un contexte qui est déjà marqué par l'extrême réticence et la forte prudence des institutions financières pour l'accompagnement des projets technologiques. Ensuite, il y a l'insuffisance des moyens techniques et financiers de l'État pour l'accompagnement de tous les projets. Technique à cause peut-être du niveau technologique du projet qui fait parfois appel à des compétences qui sont peu présentes dans l'environnement universitaire camerounais, le budget qui est limité et l'entrée administrative qui s'accommode mal avec la dynamique des projets technologiques. Donc la conséquence est laquelle, c'est qu'à moins de résoudre le double aspect de mise à niveau technique des inventions et de leur financement, l'État du Cameroun ne pourra pas atteindre ses objectifs d'appropriation des technologies et de valorisation de l'innovation locale. Donc pour cela, je dois identifier les 3 niveaux de la démarche stratégie FIT, c'est l'environnement, l'autre cible, ce sont les inventeurs, pour lesquels nous avons besoin d'identifier les marchés et de les créer. Ensuite, il y a les facteurs clés de succès. Bon, ceux que j'ai identifiés ici ne sont pas optimaux par rapport à ce que vous avez proposé, parce qu'on n'avait pas encore la connaissance. J'ai quand même dit. J'ai identifié comme facteur de succès le renforcement des capacités des agents techniques de l'État pour l'accompagnement des projets à fort impact. Ensuite, la création d'une structure dotée des capacités d'accompagnement technique et managérial des inventeurs, des études de marché et dotée de l'autonomie suffisante pour améliorer la réactivité de l'État vis-à-vis des projets technologiques. Et ensuite, l'assistance ou le lobbying en vue de la bancarisation des projets pour la création d'unités de fabrication en série. Et la stratégie générique, c'est laquelle? C'est la création d'une agence de l'innovation pour l'accompagnement des projets technologiques depuis la phase de maturation du projet jusqu'à la mise en production. Waouh! La première chose que j'ai retenue, c'était vision, mission, objectif. Exactement. Et je pars du principe que tous ceux qui travaillent dans une entreprise ou une organisation devraient répondre à ces 3 questions-là. La complémentarité est essentielle, la pluridisciplinarité doit être la règle aussi. On a besoin de spécialistes, mais quand on a des gens hyper spécialisés, il faut qu'ils soient accompagnés des personnes qui ne sont pas du même domaine qu'eux, pour leur permettre d'avoir un recul nécessaire sur ce que ces personnes font au quotidien. Quantitatives qui vont être, voilà, est-ce que le scope a bien été délivré, et ainsi de suite. Il va s'intéresser aux aspects qualitatifs et se dire sur les 30% de succès, donc sur les 300 projets qui ont bien marché, est-ce que vraiment, en termes de qualité, c'était ça? Est-ce que vraiment, en termes de satisfaction utilisateur, c'était ça? Eh bien, on va s'apercevoir d'une chose un peu étonnante, grâce à cette étude qui va être par les groupes, c'est que sur ces fameux 30% de succès, on va identifier qu'il y a à peu près 70%
70% du scope qui n'est pas ou très peu. Si je ne sais pas que je sais, c'est un problème. Et ça arrive malheureusement dans des entreprises où on ne sait pas qu'on sait. On ne sait pas qu'on sait lorsque, par exemple, dans notre équipe, il y a des gens qui ont cette connaissance-là, mais que je ne consulte même pas. Parce que j'ai fait le supposer qu'ils ne savaient pas. Vous voyez? Donc, en termes de management, que ce soit du product management ou même du people management, l'approche empirique est préconisée pour gérer ces problèmes complexes. C'est-à-dire qu'au lieu de supposer que les gens ne savent pas, va vérifier que les gens ne savent pas. Parce que si ça se trouve, ils savent. Et s'ils savent et que tu fais une expérience malgré tout, c'est bête. Pourquoi? Parce que chaque expérience que vous faites consomme de la... Vous imaginez, à chaque fois que je dois collecter de la connaissance, eh bien, je dois procéder à une expérience. Ok? Si l'expérience est gratuite, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous imaginez, si je devais faire des tests en laboratoire, mettons dans un secteur pharmaceutique ou autre, si je pouvais faire une infinité d'expériences sans que cela coûte en termes de ressources, ma foi, je serais le meilleur laboratoire pharmaceutique du monde. Parce que j'aurais un coût de la prise de décision. Parce qu'à un moment, dans certains contextes, à un moment donné, effectivement, cette prise de décision doit être contrainte par du temps et par un danger immédiat qui amène à ce moment-là à ne pas contester les ordres. Voilà. Et donc le but et la fonction première d'une structure hiérarchique d'un point de vue social. Le schéma critique, ça veut dire que c'est un endroit de votre planification que si vous décalez, ça décale tout le délai de votre projet. Et dans ce type de gestion de projet, ce qu'on avait, c'est qu'il y avait... Bon, maintenant, on va mettre ici to do. To do, c'est-à-dire à faire. Je mets to do en anglais. À faire. Les choses à faire, peut-être pour le début, peut-être que voilà ce que j'ai juste à faire. Une fois que j'ai mis to do, ici, je vais mettre faire. To do, c'est-à-dire à faire. Ici, je vais mettre faire. Quand je mets faire, après, bon, ça dépend de moi. To do, je peux mettre même ici spécification. D'autres vont mettre spécification. D'autres vont mettre ici développement, etc. Et après développement, on va venir ici. Peut-être qu'il faut que je change de tableau, pour que ça soit plus clair. Donc, j'ai ma liste de courses. Donc, je vais me dire à chaque sprint, je vais revenir sur mon Trello. Je vais venir ici, ça c'est to do. To do dans les choses que je vais faire pour cette fois. Une fois que je suis venu, j'ai fait ça. C'est-à-dire quand je mets là, ça veut dire que je suis à ce niveau. Une fois que je viens, je mets to do. Certains peuvent mettre conception, la spécification, mais moi j'ai mis to do. Je vais juste mettre ici développement pour vous dire. Après, chacun peut l'adapter. Développement. Après le développement, on va mettre test. Une fois que le test est fait et que tout est validé, on va mettre ici done. Test, recette, etc. On va mettre ici done. Donc ça veut dire que finalement ça, je développe là, on teste, done, ça veut dire qu'on a livré en production. On livre cette première partie. Une fois que j'ai fait ceci, que c'est bon, je le fais peut-être en 3 semaines. Donc ça veut dire que j'exclus maintenant ceci de mon backlog. Ça, dès que je fais, je le fais. Il reste ceci, je remets, je recommence la même chose. 3 semaines plus tard, etc., etc. Vous comprenez un peu? Donc, le backlog, c'est votre liste de courses ici. Et c'est ce qui, et généralement dans le backlog, on met soit les features, c'est-à-dire les features, c'est quelque chose qui est comme une feature, hein, j'utilise les termes un peu anglais. C'est quelque chose qui contient ce qu'on appelle les récits, c'est-à-dire les user stories. Les user stories, c'est un besoin. Je veux développer une application web. Je dis par exemple, je veux réaliser ces éléments en fonction de critères d'acceptation nécessaires. Et donc, dans cette équipe, vous allez donc nécessiter, parce que vous avez travaillé en permanence, vous avez fait des allers-retours. Là, celui-ci fait aller-retour avec le métier, il prend le besoin, etc. Il adapte, il demande ici, il construit l'architecture, après il revient ici.
ok, top, c'est bon. Peut-être première semaine, on a mis ça dans un sprint. Ceux-ci commencent à développer. Il développe, il développer, il fait les tests unitaires. Il fait les tests unitaires, c'est bon, il met en recette. Lui, il fait sa concession, celui-ci même a commencé à développer. Parfois, il se coordonne. Et donc, celui-ci va faire une concession parce qu'il faut quand même documenter. Parce qu'avant, on croyait que quand on faisait de l'agilité, on le documentait, on ne faisait pas respect. Non. Il faut aussi documenter parce qu'il faut que lorsque demain, on n'est pas là, quelqu'un soit en mesure de reprendre ce que vous avez fait. Et pour reprendre ce que vous avez fait, il lui faut quand même une documentation. Donc les concepteurs sont là, ils vont rédiger les specs, ils vont mettre en jeu les specs, ils vont l'améliorer, etc., etc. Ils vont mettre les versions, patati, patata. Donc vous voyez bien que donc, dans cette logique, avant. Donc qui est vraiment liste de courses. Pourquoi ça me gênait? Parce que pour nous, ça part sur une base. C'est-à-dire, pour faire les courses du mois, il faut un menu, il faut avoir une idée de ce que tu pourras préparer pour pouvoir faire des courses qui soient vraiment pertinentes. Sinon, ce serait gaspillage. Tu vas acheter des choses que tu ne vas pas consommer et tout. Donc, il y a une certaine logique. Et dans cette définition-là, je perçois le mode agile comme une nouvelle façon de faire, dans ce sens où il n'y a pas de cloisonnement dans les paliers hiérarchiques. Exactement. C'est-à-dire que ça encourage la conversation et le partage, parce que peut-être que mon nouveau boss, elle est peut-être dans cette dynamique-là, parce que les précédents, j'ai quand même voyagé dans mon ministère. Oui. Ça fait un bon nombre d'années, on m'appelle la déménageuse entre guillemets, mais il y a des responsables, il y a un style de management qui est hermétique à l'échange. Oui. On peut faire des propositions, on peut faire tout ce qu'on veut, on fait monter, mais sans une clarification de notre vision à la hiérarchie, ça ne donne pas le résultat escompté. C'est-à-dire on se braque parce qu'on part du principe que, étant chef, je connais et ce qu'elle dit, ça ne vaut pas la peine. Or, il y a cette nécessité d'ouverture d'esprit, d'explication, de compréhension. Il suffit juste d'un élément pour que les a priori que la personne qu'on a en face de nous a tombent en fait. Voilà. Donc, avec la nouvelle, elle est partie sur la base des plans de travail. Plans de travail, mais vraiment détaillés par jour. Et ce que moi j'entends par produit ou par séquence sprint, oui. En fait, c'est la liste des tâches à accomplir pour, par exemple, aboutir à une session de renforcement des capacités des femmes. Prenons ce cas-là. Comme vous prenez l'exemple de la construction d'une maison, oui. Je prends l'exemple de la vulgarisation de la GHM auprès des femmes et des filles dans les zones reculées. GHM, c'est gestion de l'hygiène menstruelle. On sait que dans les zones reculées, c'est un problème pour les jeunes filles. Dès qu'elles sont surprises, des fois, ça crée la honte et tout. Bon, il y a ce côté prise en charge de l'hygiène menstruelle de la jeune fille. Alors, comment faire pour aboutir à cette activité? Pour qu'elle soit financée, il faudrait qu'on élabore des termes de référence, qu'on les justifie, qu'on les défende, et c'est selon un échéancier bien précis. S'il faut mener l'activité dans l'arrière-pays, il faudra préparer les ordres de mission et tout. Et je me dis que c'est toutes ces tâches-là qui rentrent dans le backlog. Maintenant, les séquences, sprint planning, c'est peut-être, on se donne 3 mois pour implémenter cette session de vulgarisation. Wow. Et maintenant, au bout de la première semaine, on doit avoir produit par exemple les termes de référence de l'activité. Oui. Au bout de la 3e semaine, je devrais déjà avoir les fiches techniques. Exactement. De chaque tâche. Au bout de d'un mois et demi, je devrais pouvoir envoyer les ordres de mission et tout au niveau de la DAG. Et au bout de 2 mois, je dois déjà avoir les fonds disponibles. Et puis voilà, programmer. C'est un peu comme ça que je pense avoir adapté ce mode-là. Bien sûr. Toujours en concertation avec
avec les collaborateurs. Avec les et en relance. collaborateurs. Voilà. Ça veut dire qu'à chaque élément, quand on viendra vous demander des comptes, vous aurez dit on a progressé, on a ce niveau. Si on s'arrête. Merci beaucoup pour la parole donnée. Si je ne sais pas que je ne sais pas, alors c'est un problème. Si je ne sais pas, alors je cherche, je vérifie. Donc, les suppositions, trop plein de suppositions entraînent trop plein de gaspillage, trop plein de déchets. Parfait, parfait. Voilà un peu ce que j'ai retenu, je m'arrête là. C'est-à-dire corriger le problème de quelqu'un, le faire évoluer dans sa vie, lui permettre des choses qu'il ne pouvait pas. C'est ça, les applications nous servent à ça aujourd'hui. Elles nous servent à faire des choses qu'on ne pouvait pas. Donc, le principal à garder en tête, c'est vraiment que la finalité de l'agilité, c'est de produire un produit, c'est de générer un expérientiel au travers d'un produit de qualité. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est que le produit doit toujours être de qualité. Pourquoi ? Parce que si mon produit n'est pas de qualité, le retour, donc le fameux feedback qu'on fera dessus, ne portera pas sur quel est le scope encore qui reste à développer, mais plutôt sur la qualité du produit. Et ça, c'est pas très intéressant pour nous. Si votre utilisateur vous dit « Ah, votre resto, c'est un modèle, c'est une représentation. » Et donc, il ne faut pas se dire qu'une fois j'ai construit le produit, je n'y touche plus. Non, non, il est fait pour être construit, détruit, remodelé, repensé. Voilà. Donc, il ne faut pas, ce que j'aime dire aux chefs de produit, ne tombez pas amoureux du produit, tombez amoureux du produit. J'ai besoin, je vais dire n'importe quoi, hein. J'ai besoin par exemple d'un développeur Java, compétence Java, peut-être une compétence Excel, je dis n'importe quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a comme ça plusieurs compétences. Dans l'équipe, peut-être un responsable marketing, des compétences en marketing, etc., des compétences en communication, des compétences en droit, etc. Si on veut rentrer dans le cadre de l'administration. Maintenant, ici, je viens, je définis, je mets là mon équipe. Donc, chaque individu sera là. Peut-être ici, j'ai Arcel. Là, j'ai Joanne. Là, j'ai Désiré. Là, j'ai par exemple Guémant. Et je vais donc venir ici en fonction de différentes compétences. Et donc, je vais définir une matrice de compétences en me donnant certains éléments. Je peux par exemple dire que, pour qu'on ne soit pas dans les chiffres, je peux par exemple dire que lorsqu'on a atteint le triangle, ça veut dire qu'on maîtrise. Je prends un exemple. Ça veut dire qu'on maîtrise, on a les compétences complètes dans ce domaine. Lorsque j'ai peut-être un carré, peut-être que j'ai juste un carré, disons, comme ça, avec deux croix à l'intérieur. Peut-être que je ne maîtrise pas encore, mais j'ai une bonne connaissance sur le sujet. Et que lorsque j'ai juste un carré comme ça, je suis peut-être débutant. Chacun peut faire n'importe quoi. Ou alors maintenant, si je mets peut-être un rond, ça veut dire que peut-être je maîtrise, mais ça ne m'intéresse plus de monter en compétence sur ce sujet ou bien de travailler sur ce domaine. Ce n'est pas le but. Le but, c'est surtout de se dire, celui-ci, dans quel domaine il excelle le plus. Et je vois comment, si peut-être il est bon en Java, peut-être qu'ici, il a ce type de... Il a un carré, là il y a un carré avec une croix à l'intérieur. Peut-être qu'ici, il maîtrisait, mais que finalement, lui, il décide que tout ce que je maîtrise, je peux plus faire, je peux enseigner, mais je ne peux plus faire. On va définir comme ça la matrice des compétences dans son équipe, pour être sûr qu'à tout moment, on maintient vraiment un bon niveau de... On a couvert tous les secteurs. Et maintenant, ce n'est toujours pas facile, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas, M. Nabi, quand on est dans une équipe. Je disais que c'est toujours plus complexe dans la réalité des faits de réaliser cela, mais on doit tendre toujours vers cela. Et on va se rendre compte que
il y aura peut-être un moment donné que vous allez vous rendre que vous allez arriver peut-être dans une case comme celle-ci, vous allez vous rendre que peut-être dans cette case-ci, tout le monde a peut-être un carré. Ça veut dire quoi? Tout le monde a un carré, ça veut dire que tout le monde, sur ce domaine-là, ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on a un problème parce que il n'y a pas la ressource, il n'y a pas la compétence. Qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite que son ressource. Ben Such, Solution Completion. Il y a une unité centrale, un moniteur, un clavier particulier, parce que c'est un clavier normal, mais qui a aussi un espace tactile, et un endroit pour la reconnaissance des empreintes, et aussi qui prend des ports USB sur le clavier, une souris optique, et ça vient aussi avec son onduleur. Ça, c'est notre ordinateur. Vous voyez qu'il n'y a pas ça sur le marché. Bravo, applaudissez pour lui. Très bien, applaudissez pour lui. On va aussi aller de notre équipe et directeur de la promotion de la santé de la jeune fille et de l'orphelin au ministère de la promotion de la santé familiale et des innovations technologiques. Il vous a été demandé de préparer les éléments d'intervention de Madame notre ministre auprès de l'Assemblée nationale relative à notre mission première qui est la promotion de la santé de la jeune fille et de l'orphelin. Consensuel était la formation et le suivi de l'insertion de ces trois cibles. Par la suite, il a fallu anticiper les questions qui pourraient être posées par les députés à l'Assemblée nationale et produire le livrable qui était attendu de nous, c'est-à-dire les éléments de langage de Madame la ministre. Alors, de manière consensuelle, nous avons présenté à Monsieur le directeur les questions suivantes. Qu'est-ce que le ministère fait pour l'accès des jeunes filles orphelines dans les filières scientifiques? Quelle est la proportion des jeunes filles orphelines en pourcentage? Et quelle est la politique du gouvernement en rapport avec cette situation? Ces trois questions sont celles qui vont permettre de mener des réflexions plus approfondies dans le cadre de notre prochaine réunion de coordination. Merci beaucoup. Ça ne sert à rien de créer un produit pour créer un produit. Il faut créer quelque chose qui répond à un besoin spécifique. Donc, créer de la valeur. Donc, la notion de performance, elle ne peut arriver que si vous avez une équipe qui travaille en toute collaboration avec un souci d'amélioration continue sur un modèle, surtout penser au bien-être. Le bien-être, ça apparaît dans ce qu'on va appeler la partie motivation. Les gens doivent être heureux au travail. Les gens doivent être heureux au travail. Il doit régner une bonne ambiance au sein.